Dans la première partie de cette capsule, il a été question de la théorie de la conception universelle de l'apprentissage. Si vous vous retrouvez devant cette seconde partie, il est tenu pour acquis que, comme moi, vous êtes prêt à passer du statut d'observateur à celui de voyageur. Pour commencer, entendons-nous sur certaines balises du périple. Cette capsule ne se veut pas un guide exhaustif sur l'implantation de la CUA, puisque l'adaptation de nos pratiques peut difficilement se faire en un jour. Toutefois, sur la base d'une bonne connaissance de nos élèves, il nous est possible de faire un premier pas en apportant quelques changements à nos planifications qui leur seront profitables. Pour ceux qui sont d'habiles découvreurs ou de vieux bourlingueurs, vous reconnaîtrez ces chemins souvent empruntés et s'ils ne vous amènent pas à faire de grandes découvertes, restez à l'affût. Il est fort possible que ce tourisme dirigé vous permette d'aller chercher une meilleure compréhension de l'importance et de l'utilité de ces changements face à la diversité des apprenants. La planification en conception universelle de l'apprentissage. Pour cette incursion dans le monde de la CUA, nous emprunterons le chemin de la flexibilité et de l'inclusion, le second concept clé de cette démarche. Ceci afin de bonifier une grille standard de planification en 3 temps. Il y a plusieurs flexibilités qui peuvent être incluses dans la grille de planification de base pour que l'élève s'investisse et que ses fonctions exécutives puissent se développer et être mises à profit. Je suis bien d'accord, mais pour l'atteinte de cet objectif, il faut miser sur la compréhension et l'engagement de l'élève vis-à-vis de la tâche. Pour cela, je prendrai bien quelques recommandations. Débutons avec la préparation. Lorsque nous commençons un cours, il nous arrive d'escamoter cette partie puisque certains éléments nous semblent clairs. Pourtant, elle est cruciale. Voici 4 moyens essentiels qui permettent aux élèves de développer des stratégies d'organisation et de repérage quant au déroulement du cours, ceci facilitant leur apprentissage. La mise en situation ou en contexte. Ce petit préambule au cours se veut un moyen de motivation pour les élèves. Il s'agit d'aller chercher leur adhésion par rapport à ce qui sera enseigné en suscitant leur curiosité et leur intérêt. L'intention. Donner l'intention du cours, c'est-à-dire l'objectif de celui-ci, permet aux élèves simultanés de connaître le but ou la finalité de la tâche et facilite leur engagement. Il permet également à tous de comprendre pourquoi la notion enseignée est importante pour leur cheminement. Le plan de cours. Il arrive que les élèves, dont le niveau d'attention et de concentration est plus faible, perdent le fil du cours. Garder affiché le contenu du cours en rayant les étapes au fur et à mesure qu'elles sont faites leur permet de se retrouver et de mieux suivre la progression des apprentissages. De plus, cela sécurise l'élève séquentiel dont le mode de fonctionnement repose sur des étapes de réalisation. La référence aux connaissances antérieures. Il s'agit de signifier à l'élève si nous présentons quelque chose de nouveau ou si nous voyons la suite de ce qui a déjà été abordé. Si c'est une suite, il importe de situer les élèves en leur rappelant le jour, la période de la journée et le matériel qui a été utilisé précédemment. Pour les élèves dont le classement de l'information est faible, cela permet d'avoir un accès ou de retrouver l'information. Ajoutons que le questionnement est une excellente technique pour un rappel des connaissances, puisqu'il nous offre la possibilité de voir ce qui a été retenu et ce sur quoi il est important de revenir. La réalisation. Lorsqu'on en arrive à la planification de cette étape, il faut s'attarder à la façon dont on peut morceler notre enseignement de façon à diviser celui-ci en petites tranches d'une 20aine de minutes. À ce sujet, je dois dire que, comme bien d'autres, j'ai constaté qu'il n'est pas efficace de donner de longues périodes d'enseignement magistral ou de lancer les élèves dans une suite d'exercices. Effectivement, cela tend à créer une surcharge cognitive ou des décrochages et de la perte de temps. On retiendra donc les principes suivants. Varier les techniques pédagogiques. Pour maintenir les élèves actifs et donc attentifs, il a été démontré que l'utilisation de différentes techniques était un moyen gagnant. Ainsi, si l'on prend pour exemple la méthode de l'enseignement explicite, on débutera avec un exposé magistral. Ensuite, on fera une démonstration à l'aide d'un modèle d'exercice semblable à ce qu'ils vont devoir faire par la suite. Puis, on guidera une expérimentation. Finalement, on leur demandera de suivre le modèle en accomplissant une tâche. Ces 4 blocs se déroulant sur une période allant d'1 heure à 1h30. Il est important de faire part de métacognition à nos élèves, c'est-à-dire de leur dire ce qui se passe dans notre tête alors qu'on fait l'exercice. Ainsi, ils sont plus en mesure de voir où sont leurs difficultés et quels sont les processus qu'ils utilisent dans l'apprentissage. Utiliser des supports visuels. Lorsque l'élève doit traiter un nombre important d'informations, il est préférable d'utiliser un mode de présentation qui touche plus d'un sens.
Ainsi, si l'élève peut voir en même temps qu'il écoute ou manipuler en même temps qu'on démontre, son niveau de compréhension sera plus grand. L'expérimentation prend d'ailleurs tout son sens face au fait que l'on retient 90% de ce que l'on vit. Prévoir de l'enrichissement. Lorsque l'on planifie un enseignement sur un laps de temps de 3 heures, par exemple, il ne faut pas perdre de vue qu'une portion du groupe sera en mesure de compléter les tâches plus rapidement. Pour cette raison, il est primordial de prévoir une partie d'enrichissement. Il peut s'agir d'un exercice supplémentaire, d'un complément d'information ou d'un défi relié au transfert de la connaissance. Cela permettra de garder occupé et motivé ce groupe d'élèves, réduisant les interventions à faire auprès d'eux et nous accordant plus de temps pour répondre aux besoins des élèves à risque ou en difficulté. L'intégration. Prendre un temps pour faire la synthèse des informations reçues et du travail accompli est crucial pour l'élève. Cela lui permet de faire un bon classement dans son cerveau en se créant une représentation globale et de poser des questions relativement à des interrogations persistantes. De plus, cela favorise son sentiment d'efficacité puisqu'il prend un temps d'arrêt pour apprécier le chemin parcouru. Sur quel élément devrait se baser une bonne synthèse? En voici 2. Représentation globale des informations. Cette représentation peut se faire sur 2 niveaux. Dans le premier, il s'agira de mettre en lumière les interrelations entre les connaissances abordées dans cette période d'enseignement. Au second plan, cette schématisation se voudra plus large en englobant des notions vues précédemment, toujours par le biais des interrelations. Pour ce faire, l'utilisation de cartes conceptuelles est une excellente technique qui favorise bien sûr les élèves simultanés. Elle vient aussi forcer ceux qui sont séquentiels à réfléchir aux liens entre les informations plutôt que d'aller vers du par cœur ou l'application d'une démarche ou d'un processus sans compréhension profonde. L'évaluation en aide à l'apprentissage. Pour être en mesure de reconnaître ses acquis et ses difficultés, il importe qu'on accorde à l'élève un temps pour faire le point. On pourra l'inviter à identifier les stratégies, les procédures et les démarches qu'il a utilisées. Cela permettra également à l'enseignant de faire une cueillette de données pour identifier ce qui sera à revoir ou à approfondir dans un autre cours. On a donc la possibilité de faire des ajustements en régulant tant la démarche d'apprentissage que la démarche d'enseignement. J'utilise plusieurs autres flexibilités, comme la prise de notes communes ou les notes trouées, les consignes courtes, la mention du temps qui passe, etc. Dois-je maintenir ces pratiques? Absolument. Il existe évidemment de nombreux autres moyens de flexibilité qui facilitent la compréhension et l'engagement. Mais l'expérience nous dictant qu'il vaut mieux voyager léger lorsque l'on part à la découverte d'une nouvelle contrée, nous nous arrêterons ici afin de ne pas surcharger vos valises, comme votre cognitif. Et pour nos vieux loups de mer, vous serez stimulés d'apprendre que la CEA offre encore de nombreuses occasions de dépaysement avec ses principes de multiples modes de représentation, de moyens d'agir, de s'exprimer et de participer. Ce sera pour le prochain voyage.